Good picture, Steve. Roger, roll, Discovery. Cette semaine dans ORLM, gros plan sur l'iPhone 6S que nous avons avec nous en plateau. Que vaut le nouveau fleuron des mobiles d'Apple? Que penser de son nouvel appareil photo? De son regain de puissance? L'écran 3D Touch est-il la fonction qui tue et qui vous fera changer de téléphone cette année? Débat! Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans On refait le Mac alias ORLM. Soyez les bienvenus dans le studio de Dailymotion qui nous accueille désormais chaque semaine et en exclusivité dès le vendredi, chaque vendredi sur Dailymotion. Alors n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton sur notre chaîne Dailymotion. Vous serez prévenu en temps réel de la publication d'une nouvelle émission. Avec moi en plateau cette semaine, pour commenter les nouveautés d'Apple et l'iPhone 6S, Paul Rony, l'anthropologue du Mac, mais également le Benjamin de cette émission. Bonjour Paul. Bonjour Olivier, ça va? Ça va bien? Bah écoute, ça va très bien, regarde ce qu'on a en plateau avec nous. Alors qu'est-ce que c'est? Mais c'est un iPhone 6S, regarde, et il est même dans la nouvelle couleur or rose. Ah ouais, ils t'ont gâté chez Apple, dis donc. Bon d'accord, on va en débattre ce soir, donc c'est donc le sujet de l'émission. Bien, écoutez, j'espère qu'on aura des choses à dire, je sens qu'on aura plein de choses à dire ce soir. Autre chroniqueur, ou plutôt, autre chroniqueur, un habitué, un historique de On refait le Mac, il s'agit bien sûr de Rodrigo Sepúlveda, Schulz, entrepreneur, investisseur. Comment ça va Rodrigo? Ça va très bien. Ça va très très bien. Il a une bonne connexion Internet cette semaine, on en est ravis. En duplex, un peu plus loin, depuis Lyon, Julien Gay, le rédacteur en chef de Cluby, qui est également le partenaire de cette émission. Bonjour Julien. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Ça va bien partenaire? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Je vous ai mis notre nouveau logo derrière. J'espère que vous appréciez le changement. Alors il y a l'ancien d'un côté, le nouveau de l'autre. Ouais, Et on a fait quelques efforts. Ouais, disons, il y a Bic d'un côté et Club de l'autre, mais la semaine prochaine, Ouais, on arrivera à l'avoir à l'entier. Pour le cadrage, on fera ça une prochaine fois. Ouais, on a un peu improvisé le cadrage ce soir. Merci Julien, on va en parler dans un instant. La touche arme à présenter cette émission, vous la connaissez chaque semaine, Fanny Bouton de fannysparty.com, de H Magazine et de l'Actu Techno. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Alors tu es impatiente d'avoir en main ce nouvel iPhone 6S? Oui, je dois encore attendre 4 jours moi. Bon, ben nous on a été livrés en première, un peu en avance. Merci à Apple. Vous le savez, Fanny, c'est notre visite Twitter. Hein, c'est elle qui récolte vos questions via l'hashtag ORLM et le compte On refait le Mac. Donc, je crois qu'on a pas mal de questions ce soir, Fanny. Ouais, on a pas mal de questions, en effet. Hein. Bon, ça vous a... Surtout sur une chose très précise, d'ailleurs. Bon, on verra ça tout à l'heure. Bien. Autre historique de On refait le Mac, Monsieur X est ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour, Monsieur X. Ça va bien? Bonsoir Olivier, j'avance à visage masqué et avec mon Apple Watch. Et en attendant qu'on parle de l'iPhone 6S aujourd'hui, ceci est une Apple Watch avec Apple Watch OS V2. Et ça marche? Et ça apporte quoi? Ça apporte que maintenant, dans mes SMS, sur mon Apple Watch, je peux voir des photos et même des vidéos. J'en ai rêvé, Apple l'a fait et c'est gratuit. Bon, il ne faut pas grand-chose pour vous enthousiasmer, Monsieur X, parce que nous, on est J'adore. Pour l'instant, on est plutôt déçus d'OS Watch 2, mais on va attendre que les applications optimisées arrivent. Enfin, dernier invité, un autre historique de On refait le Mac. Il s'agit bien sûr, le meilleur pour la fin, hein, bien sûr, de Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, le meilleur pour la fin de ça. Mais je pensais que tu m'avais un petit peu oublié, je commençais à avoir un peu peur. Mais non. Moi, c'est quand même remarquable d'avoir entendu Monsieur X qui arrive à placer Apple Watch et gratuit dans la même phrase. Attends, c'est que le début de l'émission, parce qu'on va parler d'argent ce soir, parce que l'iPhone 6S, il va falloir se débourser un petit peu. Je pense que Monsieur X va faire chauffer la carte bleue très vite, mais bon, il doit avoir les moyens. Avant de parler justement de l'iPhone 6S, je vous propose qu'on fasse un premier point sur le chiffre de la semaine avec Paul Rony. Alors Paul, quel est donc le chiffre de la semaine? Le chiffre de la semaine, Olivier, c'est 100. C'est le nombre de malwares qui ont été détectés par Apple sur l'App Store suite à la faille Xcode Ghost, qui donc est une faille qui n'est pas comme les autres. Donc il y a des virus sur iOS? Alors en fait, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est les applications ont été contaminées, mais non pas par les développeurs eux-mêmes, mais en fait, c'est des développeurs majoritairement chinois qui en fait ont été victimes d'une version vérolée de Xcode qu'ils avaient téléchargée non pas sur le Mac App Store, mais sur d'autres sites web, parce qu'il faut savoir que les serveurs d'Apple en Chine sont extrêmement lents.
D'accord, donc en fait, Xcode, c'est l'outil de développement des développeurs, et donc ils ont plutôt été téléchargés l'outil de développement sur des sites chinois que le site officiel Apple, et leur outil de développement était donc vérolé. Et qu'est-ce que c'est que donc cette série de chiffres? Et donc ce chiffre-là, en fait, c'est pour te montrer qu'aujourd'hui, le système de validation d'Apple va être de plus en plus difficile. Il va être très difficile pour eux d'éviter ce genre de mésaventures, puisqu'on voit qu'en 2013, on avait 1 million d'applications sur l'App Store. On est à 1 300 000 en 2014, et au dernier pointage, en juin 2015, on est à 1 500 000. Ouais. C'est 100 000 d'écart avec le Play Store de Google, qui lui est à 1 600 000. Mais on sait qu'Apple, chaque application doit passer par ce qu'on appelle les lutins de l'App Store, et ça, il risque d'être de plus en plus difficile d'éviter ce genre de problème. Alors, je vais peut-être me tourner directement vers Monsieur X. On sait qu'Apple est très sourcilleux, très pointilleux sur la validation des applications. Il insiste beaucoup sur ce point-là, justement, pour garantir l'intégrité des applications et l'intégrité et la sécurité des utilisateurs. Ça fait plutôt tâche et plutôt mauvais ménage, cette mésaventure, Monsieur X. Alors ça fait très 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 mauvais effet. Effectivement, un des arguments d'Apple en contrôlant totalement son écosystème, le fameux App Store, c'est d'abord et avant tout de garantir aux utilisateurs comme nous des applications qui sont optimisées, qui marchent et qui ont moins de bugs, mais surtout une sécurité. C'est le principe du confinement des enceintes, un petit peu comme dans une centrale nucléaire, même si la comparaison est osée. Donc là, voir ces problèmes arriver sur la plateforme Apple, pour moi, on devrait avoir une réduction sur l'iPhone, parce qu'on achète ça aussi quand on achète... Oui, c'est un argument de vente. Ouais. Alors maintenant, ce que je pense qu'il va se passer, c'est que malheureusement ou heureusement, les règles vont encore se resserrer. La conséquence pour nous, c'est que la publication de mise à jour d'application va prendre encore plus longtemps et les éditeurs vont perdre de la souplesse, mais c'est peut-être le prix à tranquille. Merci Monsieur X, on va revenir au sujet principal de cette émission. Vous le savez, l'iPhone 6S est arrivé, un nouveau design, de nouvelles couleurs, notamment de l'or rose, une nouvelle coloris très tendance féminine, très tendance chinoise. Ça donne quoi en vrai concrètement, Paul, ce rendu rose? Est-ce que c'est plutôt réussi? Eh ben écoute, on l'a en plateau et moi je trouve que ça fait plus cuivre que rose. Enfin, ça dépend des reflets. C'est pas laid, je suis pas fan. Ouais. Voilà, ça ressemble à ça. Ouais, c'est assez cuivré quand même. C'est très cuivré. Mets-le un peu sur le voilà, ça sera peut-être mieux pour le réel. Vous en pensez quoi de ces couleurs? On va peut-être poser la question à Fanny. Voilà, chaque année, il y a une nouvelle couleur qui est apparue. Après le gold, il y a 2 ans. Une évolution du gris sidéral l'année dernière. On voit arriver une nouvelle couleur. Bon, ça reste, en termes de design, une continuité, Fanny. Il n'y a rien de transcendant. Oui, non, moi je suis très contente parce que autant que je suis pas fan du rose, je suis pas fan du tout du gold. J'étais vraiment allergique au gold pour le coup. Gold is best, vraiment, comme dirait Monsieur X. Non, absolument pas. Mais là, celui-là, du coup, je trouve j'aime bien le côté cuivré. Justement un petit peu rosé, mais pas un rose pinky trop girly, quoi. Ah, par contre, Ouais, mais ça c'est normal, c'est ton côté hongkongaise. Ça, Ouais, mais non, parce que mon côté hongkongaise, j'aurais dû aimer le gold, tu vois, et non, pas du tout. J'étais plutôt silver ou même le noir, quoi. Mais là. Il n'est pas noir, il est space gray. Il est space Ouais, gray. mais j'arrive c'est pas à la même chose. retenir le nom, donc. C'est Alors- celui qui est noir devant, tu vois. Alors Gris concrètement. sidéral, c'est pourtant facile. Oui, space gray ou gris sidéral. Concrètement, Paul, apparemment, il y a peu de différences. En regardant de plus près, il y a quand même, on voit des différences, parce qu'il a gagné en épaisseur, surtout si on le met à côté ici. Tiens, je te donne mon iPhone 6 Plus, laisse-le en place. Et tu le mets à côté, parce qu'on a l'écran. Voilà. Donc on voit qu'ils sont quand même très proches. En fait, le 6 Plus que vous avez à gauche, qui est un peu abîmé parce que c'est le mien, tu vas le laisser. Voilà, par rapport au 6S, vous voyez, il fait la même épaisseur. Donc il a gagné en épaisseur 2 mm. 0,2 mm. 0,2 mm, autant pour moi. Alors, pourquoi il y a ces petits changements, concrètement, Paul, en termes de design très léger, mais il y a eu quelques corrections par rapport à la version de l'année dernière. Alors déjà, il y a effectivement ce dont tu viens de parler, il y a une correction, c'est-à-dire qu'en fait, on a changé de matière. C'est-à-dire qu'on est toujours en aluminium, on est passé d'un aluminium série 6000 à un aluminium série 7000, le même que pour l'Apple Watch Sport que j'ai au poignet ici, qui est en fait plus rigide, qui risque de moins en fait se plier, puisqu'on avait quand même vu que l'iPhone 6 pouvait se plier. Il y avait eu un Bendgate, Oui, et là ce c'est qu'on plus voit derrière possible. toi, En fait. Celui-ci est censé être beaucoup plus rigide, et il est plus épais aussi à cause de l'écran 3D Touch qu'on va voir plus tard. On en parlera dans un instant de cet écran 3D Touch, puisque c'est la principale nouveauté de ce téléphone. Donc c'est une volonté de réduire les risques de torsion qui avaient tant fait couler d'encre l'an passé. Avec du recul, quel regard vous portez de l'autre côté
côté de Hangout, Cédric peut-être, sous cette mésaventure d'Apple l'année dernière, qui n'était pas propre avec le recul à l'iPhone bien sûr. Non, c'était pas propre à l'iPhone. En fait, c'est propre comment dire, c'est propre à Apple en ce sens que le message qui est même pas subliminal, Dans qui le est sens. tout à fait ouvert, c'est qu'on te vend un truc qui est, sans qu'on te le dise forcément, ou quand on te le dit même parfois franchement, le meilleur smartphone du monde. Donc, si tu veux un truc inattaquable en termes de qualité et d'expérience, c'est pour ça. Les autres constructeurs n'ont pas forcément ce message-là. Du coup, quand problème il y a, ils disent bah oui, attendez, il y a un problème, on va le régler, vous inquiétez pas, etc. Bon, le problème, il n'était pas si grave que ça. Et puis, de toute façon, de fait, quand tu as un téléphone si fin, il ne faut pas le garder dans ta poche arrière toute la journée, ne serait-ce que parce que c'est le meilleur moyen de le perdre ou qu'il tombe par terre. Donc, voilà, honnêtement, pour moi, cette histoire, ça a toujours été un tout petit peu tempête dans un verre d'eau, d'autant que, oui, tu l'as dit, n'importe quel téléphone de cet ordre de finesse peut être tordu d'une manière ou d'une autre. Voilà, en tout cas, il est clair qu'on va voir dans les prochains jours, puisque l'iPhone est arrivé, une multitude de YouTubeurs et de Dailymotioners qui vont publier des vidéos et qui vont donc s'amuser à briser en deux leur Mais du iPhone. coup, Olivier, Voilà. moi je me pose une question, Oui, c'est Julien. quel va être le prochain iPhone Gate? Parce que donc on a eu l'Antenna Gate, le Ben Gate, le Air Gate où il arrachait les cheveux, donc Il y a je des me poils, demande poils de ce barbe. qu'il va faire celui-là. Rodrigo, tu disais Ce sera le Bill Gates. Joli, Rodrigo. Voilà, en tout cas, Non, mais voilà. en revanche, c'est amusant parce que je me souviens pendant la keynote, on se posait pas la question. Moi, j'attendais quand même la slide où on allait nous dire, regardez, on a encore gagné 0,03 mm d'épaisseur. Et la slide, elle n'est pas venue et on n'a pas parlé du poids non plus. Il faut toujours se poser la question des choses dont on ne parle pas dans la keynote d'Apple. Ouais. Et évidemment, c'est pas un truc qu'ils ont mis en avant. Maintenant, les specs sont en ligne, tout ça est pas secret. Mais de fait, le premier truc qu'on a fait après dans la grande démo room, c'est t'arrives avec ton iPhone et tu le poses à côté du nouveau et tu dis ah, c'est un peu plus épais. Alors c'est un peu plus épais, on va en parler à cause de 3D Touch parce que ça rajoute vraiment des composants à l'intérieur, c'est pas juste la vitre. Oui, et puis il est un peu plus lourd aussi, donc il y a une volonté sans doute densifier, de le rendre un peu plus solide. Ça, tu l'as souligné, Cédric, mais d'une manière générale, on en a l'habitude maintenant, une année sur deux, Apple se contente avec la série S de mettre à jour son téléphone. Et la principale avancée de ce téléphone, on le disait en préambule, c'est son écran. Cédric vous le disait à l'instant, avec la fonction 3D Touch, on ne dit plus Force Touch comme sur l'Apple Watch. Selon les dires d'Apple, ce serait la plus forte évolution depuis l'introduction du multitouch et l'arrivée de la première version de l'iPhone. On va essayer de débriefer ensemble à chaud ce soir et voir véritablement si c'est une réelle avancée ergonomique. Alors, comment ça marche concrètement? Quelle est la différence, Paul, entre 3D Touch et Force Touch que tu as également sur ta montre? Bah, si tu veux, en fait, 3D Touch, contrairement à Force Touch qui détecte un niveau de pression, va être capable de mesurer, en fait, si tu veux, c'est une technologie, il y a une couche de capteurs qui vont, en fait, mesurer l'espace qui se trouve entre le rétroéclairage et l'écran. Et donc, quand tu appuies, cet espace diminue et 3D Touch est plus sensible à ce niveau-là, ce qui lui permet de détecter plus de niveaux de pression, ce qui lui permet d'avoir plus d'action et de faire plus de choses sur iPhone. Donc, sur une montre d'Apple, on n'a qu'un seul niveau de pression, fort et faible. Tu as une profondeur. Voilà. Alors que sur la montre, le téléphone d'Apple, tu as différents niveaux de pression, donc différentes actions qu'on va pouvoir détailler, qu'on va détailler dans un instant. On a entendu parler pendant la présentation des fonctions Peak et Pop. Qu'est-ce que c'est concrètement, Peak et Pop? Alors, Peak et Pop, si tu veux, c'est par exemple, je vais aller dans Messages. Et dans ce message, tu vois, on me propose une adresse. Je vais appuyer dessus. Ou pas? Ça ouvre un aperçu de plan. Ouais. Ceci est un pic. J'appuie plus fort. Plan s'ouvre, c'est un pop. Pic, c'est un preview, si tu veux. C'est le quick look façon iOS. Ouais, Voilà. c'est une sorte de clic droit, je dirais, de nos PC ou de nos Mac qui est amélioré, qui permet voire d'aller plus loin avec un menu déroulant. Concrètement, pour revenir un instant sur la techno, c'est la même techno que celle qui est embarquée, tu le disais, sur l'Apple Watch. On sait qu'elle a causé beaucoup de problèmes à Apple pour livrer en temps et en heure cet Apple Watch, puisque le capteur haptique qui permettait d'avoir ce retour sur la montre n'était pas disponible en temps et en heure. Est-ce qu'on risque d'avoir le même problème sur l'iPhone et avoir donc un problème de disponibilité? J'y suis arrivé. Eh ben, il y avait deux composants qui posaient problème sur l'Apple Watch. On avait le Taptic Engine qu'on retrouve aussi dans l'iPhone 6S et cet écran Force Touch. Et effectivement, on retrouve exactement les mêmes composants, donc potentiellement les mêmes problématiques et sur une échelle de production qui est pas du tout la même. Parce que là où Apple a probablement vendu entre 3,5 millions et 5 millions d'Apple Watch, elle va vendre dans les 80 millions d'iPhone dans les 3 mois qui viennent. Donc c'est un gros problème et on peut
et on peut effectivement se poser la question. Cédric, toi ou Fanny ou Julien, qui vous étiez à l'IFA, Apple, on l'a dit lors du direct il y a déjà 2 semaines, Apple n'est pas le premier constructeur de téléphone à introduire un téléphone avec un capteur de pression. Huawei avait déjà fait ça, le constructeur chinois. Mais c'est une philosophie très différente du côté des constructeurs chinois. Ces technologies-là, elles existent depuis un certain temps. Moi, du coup, ça m'a rappelé des choses. Je vais taper dans les archives de plein écran en disant attends, ça me rappelle un truc. Et de fait, il y a 4 ans, au Japon, j'ai vu Kyocera qui faisait un prototype, non pas de téléphone, parce qu'ils voulaient juste vendre la technologie, mais justement un truc, un capteur de pression pour écran, pour petit écran, avec un retour de force. C'est-à-dire que vraiment, tu avais une vibration. Alors eux, ils avaient inventé un truc qui avait, on va dire, 8, je crois, ou 16 épaisseurs virtuelles. C'est-à-dire que tu pouvais appuyer de plus en plus fort. À chaque fois, ça faisait... et ils imaginaient justement des usages un peu comme ça, ou par exemple un zoom où tu zoomerais de plus en plus juste en appuyant sur l'écran. Mais le but est de le vendre. Je ne sais pas à qui d'autre ils l'ont vendu. Je suis pas certain du tout d'ailleurs que ce soit Kyocera qui ait vendu ça à Apple. Mais voilà, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Mais le truc, c'est ça, c'est quand même que c'est pas un truc de constructeur. C'est-à-dire pour que ça marche, il faudrait un peu comme les empreintes digitales, que ce soit adopté directement. Enfin, par exemple, que Google dise que, je sais pas, dans le prochain Android, la pression sera gérée directement par le système si elle existe dans le téléphone, pour que ce soit adopté majoritairement dans les applis, parce que c'est dans les applis plus que dans le système que ça a un intérêt. C'était un peu ma question. Est-ce que Apple n'a pas un avantage de maîtriser le logiciel et le hardware pour rendre ça peut-être plus convivial? On va voir si c'est convivial concrètement dans un instant avec la démo. Moi, si je peux prendre la main là-dessus, j'ai deux, trois observations. Oui. La première, c'est que je suis sceptique. J'ai hâte de l'essayer. Alors peut-être que mon avis changera on va te faire la démo dans un instant. Sur un terminal, mais ce que je vois aujourd'hui du Force Touch sur l'Apple Watch ne me convainc pas du tout. En gros, ça n'apporte pas... Enfin, si quelqu'un arrive à m'expliquer ce que ça apporte concrètement, je suis tout oui. Et la deuxième chose, c'est que oui, tu as une électronique qui détecte tes niveaux de pression, pas de problème, mais ta surface sur laquelle tu appuies, ça reste toujours du verre, il ne va pas s'enfoncer plus ou moins. Donc tout va dépendre dans ton interaction, finalement, du retour haptique que tu vas pouvoir avoir. Et je suis pas sûr, je suis pas convaincu. Donc je suis très curieux de voir en vrai ce que ça peut donner, pour voir si c'est plus qu'un gimmick. En fait. Ouais, on va juger sur pièce tout de suite, puisque Paul, dans un instant, tout de suite, va nous faire la démo de manière un peu plus précise. Bon, on l'a survolé très rapidement il y a quelques secondes, mais juste un petit mot concernant la construction de cet écran. L'épaisseur aussi, c'est une nécessité de mettre une vitre plus épaisse. Au moment de la présentation de l'iPhone, on nous annonçait qu'elle était plus épaisse, plus dure. Apple a insisté là-dessus. Mais c'est pas forcément pour protéger, je dirais, l'écran de choc, mais pour rendre possible cette fonction, pour éviter que l'écran se brise sous l'effort et la pression successive. En fait, donc, on n'a toujours pas du cristal de saphir, contrairement à certaines Apple Watch, mais on a un écran qui est renforcé, qui n'est plus simplement du verre ion X, mais qui est un espèce de ion X2, qui a été traité au niveau moléculaire, nous dit Apple. On verra un petit peu ce que ça donne. Mais ce que ça fait, en fait, c'est que vous voyez, quand j'exerce une pression sur l'écran, quand même, j'appuie assez fort et on peut vraiment aller loin et appuyer très fort sur l'écran. Si je fais la même chose sur mon iPhone 5 ou sur le tien, on va avoir des petites vaguelettes arriver comme quand on appuie sur un écran LCD. Donc, je pense qu'Apple a surtout voulu protéger son écran. Et je ne suis pas sûr que... J'ai pas essayé de le faire tomber, mais je suis pas sûr que la vitre... Du coup, là, concrètement, d'habitude, quand on appuie... On peut faire la même chose avec un évier, hein. On peut faire la même chose avec un évier. Oui. Avec Olivier. Avec Olivier. Beaucoup plus fort. Très bien. Merci, Rodrigo. Concrètement, auparavant, lorsque je faisais la même action, ça supprimait une application sur le Springboard. Comment on la supprime aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, l'écran est très sensible à la pression. Donc, vous voyez, si j'appuie un peu trop fort, tout de suite, ça lance une Quick Action. Ouais. Donc ça, c'est les actions que je peux faire depuis le Springboard de l'iPhone. Si je veux enlever une application, c'est à l'ancienne. Il suffit d'appuyer légèrement, de rester appuyé, et les applications se mettent à trembler comme elles en ont l'habitude. Donc les Quick Actions, si j'ai bien compris, tu appuies très fort ou moyennement fort sur... Tu appuies moyennement fort. Par exemple, si tu appuies sur l'appareil photo, ça fait quoi? Si j'appuie sur l'appareil photo, alors c'est la même force qu'un pic et non pas qu'un pop, qui est plus fort. Donc on appuie sur l'appareil photo, hop, là j'ai un menu contextuel qui arrive. Je peux prendre un selfie, commencer une vidéo en slow motion. Voilà, je peux déclencher une action tout de suite en fait. Alors, est-ce que ça vous semble de l'autre côté de Hangout convivial, intuitif, dans la ligne de mire et dans la lignée en tout cas du multitouch cher à Steve Jobs en 2007? Est-ce que ça vous semble être des gestes naturels ou nécessite un apprentissage comme le trackpad de nos MacBooks?
Peut-être. Ça rajoute en c'est vrai. tout cas une fonction qui est une fonction de menu contextuel. Tu vois, c'est un peu le clic droit en fait. C'est un clic droit, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que l'interaction pose question en fait. C'est le clic droit ou droit sur le trackpad. Donc de fait, évidemment, ça a énormément d'intérêt. Il y a eu ça sous Android avec un petit bouton qui justement te mettait un menu contextuel où tu sois dans l'application, dans tout ça, qui permettait de rajouter des fonctions sans encombrer l'interface. Donc oui, évidemment, ça a un intérêt. Il faut juste que ce soit bien utilisé par les apps. Peut-être un retour de Monsieur X, de Fanny et surtout de Rodrigo qu'on n'a pas encore entendu ce soir. Rodrigo, qu'est-ce que tu penses de cette fonctionnalité? C'est pas la fonctionnalité qui me ferait acheter un iPhone 6S. On va parler des autres fonctionnalités qui, elles, sont plus partantes. Au bout d'un moment, il y a trop d'options, moi je trouve. Il me faut juste quelque chose de simple, moi, qui me convient pour travailler tous les jours. Donc appuyer plus ou moins fort, je m'en fous un peu en fait. Soit on l'adopte bien et on n'y pensera même plus, soit on s'en sert pas comme Siri et on n'en parlera plus non plus. Ce week-end, on avait un débat avec Steven Sinofsky, un ancien de Microsoft, sur Twitter, justement sur les actions qui commencent à polluer un petit peu iOS, parce qu'il y avait, je ne sais plus quel canard américain qui disait, voilà, il y a 25 raccourcis cachés dans iOS, voici ceux qui vont vous sauver la vie. Et le terme de la discussion, c'était exactement le point de Rodrigo, c'est de dire qu'à force de multiplier les interactions, les raccourcis plus ou moins secrets, cachés, plus ou moins évidents ou pas, on complexifie la plateforme et à la fin, on rajoute beaucoup de choses qui seront inutiles, qui deviendront inutiles. Et dans ce sens, je pense que Rodrigo a raison. Oui, mais il a monsieur raison. On rajoute des fonctions qui ne sont pas forcément discoverable, comme on dit en français. Exactement. Oui, mais c'est-à-dire si qu'elles je ne sont pas là au premier coup d'œil. Monsieur X. Pardon. Oui, mais si je peux me permettre, tous les trois, là, vous avez une vue globale de la prestation d'iOS en disant trop de fonctionnalités va le rendre complexe et va le tuer. Ok, mais je pense que sur cette fonctionnalité-là, qui est en fait effectivement un menu contextuel qui facilite l'utilisation de médias, il faut la mettre un petit peu de côté par rapport à ce débat sur la complexité. Moi, je pense que ça a une qualité, ça va décloisonner les applications. Un des problèmes qu'on a avec les smartphones, c'est que l'accès à Internet est devenu cloisonné parce qu'à 85%, on accède à l'Internet en fait par des applis. Et donc, on est très cloisonné dans ce que permet l'éditeur avec l'interface de son application. Que là, Apple, au niveau de l'OS, nous permette avec un nouveau clic droit de ne pas passer d'une application à l'autre, mais d'importer ses médias, d'interagir avec sa bibliothèque de médias ou d'autres choses, ça décloisonne cet effet de cloisonnement qu'on a eu avec les applis. Moi, je pense que c'est une vraie avancée. Et dans la question de la complexité que vous posez, je pense que celle-là, elle va être gardée, et il y en a bien d'autres qui vont être balancées avant. Donc oui, c'est plus de possibilités, mais je pense que celle-là, elle a un bel avenir. On va continuer l'éventail des petites fonctionnalités du PIC et du POP. Là, donc, c'était concrètement ce que tu nous as montré, c'était le menu. Ouais. C'est les quick actions sur le Springboard. Voilà. Donc là, on va passer par exemple à un POP ou un PIC. Concrètement, les différences. Si je veux, par exemple, pour un mail, consulter quelque chose, est-ce qu'on pourrait... Un mail ou un SMS, ouais, par exemple. Alors, dans un SMS, par exemple, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. S'il y a une adresse qui est proposée, s'il y a un lien, en tout cas un contenu qui peut être prévisualisé, il suffit de mettre ton doigt dessus et d'appuyer. Là, tu as un preview, c'est donc un pic. Ouais. Si tu tires vers le haut, tu retrouves un menu que tu connais bien. Donc là, il y a quand même un apprentissage à avoir, encore une fois. Il faut penser à tirer vers le haut. Hein. Donc ça, c'est pas aussi inné qu'on pourrait l'imaginer. Et si tu fais le geste en entier, en fait, voilà un pic et voilà un pop. Le pop, en fait, tu passes de la prévisualisation à l'application. Alors concrètement, là, moi j'ai l'habitude de faire ça souvent. Aujourd'hui, avec mon iPhone, je le fais et ça me permet de faire un copier-coller, par exemple, d'une adresse ou d'un numéro de téléphone. Comment là, je peux faire un copier-coller si je peux plus tenir le doigt appuyé longtemps? Comment ça fonctionne? Eh ben, tu peux, mais en fait, il faut vraiment être assez subtil. Il faut doser donc. Il faut doser. Et là, tu as le menu copier qui apparaît. D'accord, donc il y a un petit apprentissage qui est nécessaire. Une fonction que tu montrais tout à l'heure au moment où on préparait cette émission, c'est que également le 3D Touch permet de switcher d'une application à l'autre. Tu peux faire en fait un pic et un pop aussi dans le tiroir multitâche. Alors il faut bien te mettre au bord de l'écran et tu appuies fort. Et si tu tires juste comme ceci, tu vas passer d'une application à l'autre. Si tu appuies encore plus fort,
Là, tu retrouves vraiment le switcher d'application dans son entièreté. Donc, J'ai presque cru que j'avais déjà vu ça dans Windows 8. ouais, en clair, On c'est quand attendait même, le trolling. ouais, en clair, c'est quand même plus pratique d'appuyer 2 fois sur le bouton. Ah bah, tu vas beaucoup plus vite à faire ça Ouais. que... En termes de productivité, je préfère l'ancienne formule. Mais En fait, c'est pratique dans les mails, par exemple. Ça peut être utile dans certaines applications, mais il faut aussi se dire que pour le moment, aucune application tierce ne peut en tirer parti. Alors, je vais essayer de rebondir sur ce que disait Julien à l'instant. Il disait effectivement, moi, ça ne m'a pas convaincu sur l'Apple Watch. Ce qui nous avait un petit peu déstabilisé lorsqu'on a découvert le Force Touch sur l'Apple Watch, c'est qu'à un moment, on ne sait pas lorsqu'il faut forcer la pression, lorsqu'il faut appuyer un peu plus fort, parce qu'il n'y a aucun icône, aucun bouton, aucun symbole qui nous dit allez-y, appuyez, vous allez découvrir une fonction. Est-ce qu'Apple, cette fois-ci, dans iOS et dans l'iPhone 6S, Apple a prévu ce genre de choses? Mais si tu veux, en fait, comme l'écran est plus sensible, parce que le Force Touch sur Apple Watch, il faut quand même y aller. Tu sens vraiment que tu peux enfoncer ton doigt. Sur l'iPhone 6S, c'est très sensible, en fait. Et c'est le mauvais esprit de l'autre. Donc sur l'iPhone 6S, c'est très sensible. Sur l'Apple Watch, par exemple, il y a un geste très simple, c'est quand tu regardes tes notifications, pour toutes les effacer d'un coup, tu appuies fort. Ça, c'est un geste qui était caché, mais qui est très pratique. Sur l'iPhone 6S, c'est pareil, en fait. Mais l'exploration est rendue un peu plus facile par la subtilité de la pression. Pour rebondir sur ce que disait Monsieur X, et je me tourne vers lui, et peut-être même Fanny si elle veut intervenir, on sent bien qu'il y a une volonté d'Apple d'améliorer la productivité uniquement avec des gestes tactiles. Ça va un peu dans le sens des tentatives de sortie de produits professionnels autour du tactile et de l'iPad Pro. Est-ce que finalement, cette fonction-là, elle n'aurait pas plus sa place aujourd'hui dans l'iPad, et notamment l'iPad Pro qui va arriver d'ici quelques semaines, on n'a pas encore la date exacte, plutôt que tout simplement un téléphone avec un écran assez petit et qui est relativement exigu pour faire des gestes assez compliqués. On a vu que le trackpad, il y a une gestuelle à acquérir, Monsieur X, qui n'est pas vraiment universelle chez tous les utilisateurs de MacBook et de MacBook Pro aujourd'hui. Oui, mais je crois que la question, Olivier, elle se pose peut-être pas tout à fait dans ces termes. Elle se pose à l'aune de qu'est-ce que je peux faire avec une seule main. Donc c'est comme ça qu'on va juger la fonction. Sur ton iPhone, elle va peut-être être plébiscitée parce qu'elle sera facile à activer à une seule main ou un seul pouce, parce que c'est comme ça dans la majorité des cas qu'on utilise son iPhone. Sur un iPad, quand tu bosses, si toutefois on travaille sur un iPad, en général il est posé, tu peux utiliser deux mains, donc tu as peut-être moins besoin d'un clic contextuel ou de ce type de fonction. Donc, il n'est pas sûr qu'on en ait plus besoin sur l'iPhone que sur l'iPad. Il y a vraiment des usages spécifiques sur un smartphone. C'est là qu'Apple met son focus, et ils ont bien raison, parce que, on le sait, l'iPhone, c'est la chaudière de la maison Apple. Donc, c'est là qu'il faut qu'ils fassent les avancées ergonomiques. Oui, et essayer d'évangéliser. Après, Oui, ce que Fanny. j'attends quand même, c'est aussi, alors je sais pas vous, mais moi mon 6 Plus rame de plus en plus dès qu'on est en multi-fenêtrage et qu'on veut passer d'un copier-coller à un autre. Des fois j'ai l'impression qu'il rame mais c'est vogue la galère quoi, pour passer d'une appli à l'autre et juste faire un copier-coller. Donc c'est bien toutes ces petites applications rappides, mais j'espère que le processeur va tenir derrière. Avec transition, Fanny, parce que du pros, on va en parler juste après le busomètre de Paul Remy. Alors Paul, quel est le classement des rumeurs autour de la planète Apple cette semaine? Eh bien, tu sais, Olivier, après les semaines de live, en général, c'est très calme. Ouais. Après, c'est vrai qu'Apple a tout présenté quasiment en une seule keynote, donc ça s'est un peu calmé les rumeurs, mais on a quelques pistes. On a quelques pistes et en première place, on trouve la voiture Apple. C'est la première fois qu'elle est en numéro 1 du classement du buzzomètre parce qu'on en a beaucoup parlé cette semaine et visiblement, Apple y va à fond. Elle veut la sortir un an plus tôt que prévu. À plein régime même, je dirais. Apple y va pied au plancher. Ouais. Deuxième rumeur. Et vous voyez, regarde, il cache, regarde, je vous montre, il cache, parce qu'il a mal rangé son écran et son derrière. Oh là là, bon bref, il va falloir ranger sa chambre, monsieur Paul Rony. Deuxième, 30% de précommande en plus pour l'iPhone 6S, déjà. Chez T-Mobile aux États-Unis, attention, on précise, mais ça peut donner une tendance globale. C'est assez surprenant qu'une génération intermédiaire d'Apple ait plus de succès et plus d'attentes qu'une vraie évolution en termes de design qu'on a eu l'année dernière. Pas forcément, parce qu'en fait, on s'est aperçu, on en avait parlé lors du live, qu'il y a quand même énormément de personnes, des centaines de millions de personnes qui n'ont pas mis à jour leurs iPhones depuis bien longtemps. Ils sont restés au 4 ou au 4S. Au 4S, et qui là vont changer et ils vont probablement prendre un 6S. On va essayer de répondre si ça vaut le coup de changer ou pas à la fin de cette émission. La 10, qu'est-ce que c'est? Juste avant de parler de la puce de l'iPhone 6S, on va parler de celle de son successeur, et peut-être celle qu'on trouvera dans le premier Mac ARM, c'est l'A10 qui serait déjà en production, en tout cas en test à grande échelle, chez TSMC et Samsung. Ouais, c'est Digitimes qui a sorti l'info. Effectivement, les prochaines générations de puces seraient construites conjointement par, tu as dit, TSMC et Samsung. Ouais. Quatrième rumeur, un iMac Retina 4K pour Noël. donc ça c'est la rumeur spéciale de Paul Rony.
Ça me semble possible et plausible. Ne la cherchez pas sur les sites. C'est les Si, 9to5Mac en a parlé, vous pouvez la trouver. Ah, mais c'est en baisse. C'est en baisse parce qu'on en parle quand même moins et surtout la probabilité qu'il y ait une keynote en octobre à laquelle il serait dévoilé est quasiment nulle, comme on va le voir. Merci Olivier, habile transition avec la 5e rumeur. Ouais. Une keynote en octobre, il n'y en aura probablement Pourquoi pas. est-ce qu'on fait un iMac 4K plutôt qu'un iMac Retina 5K qui existe déjà? Est-ce que tu peux reposer ta question parce que ça a été un peu coupé, Rodrigo? Oui, quel intérêt d'avoir un iMac Retina 4K alors que l'iMac Retina 5K existe déjà? Parce que tu ne feras pas tenir un écran 5K dans un iMac de 21 pouces. Le Retina 5K, c'est un 27 pouces. Le Retina 4K, ce sera le 21 pouces. Et toc, Rodrigo, prends-toi ça. Merci. Non, juste un petit... Mais tu vois, au moins, quand on explique les choses, on comprend. Ouais. Fanny, tu as des questions, je crois, ce soir. Oui, alors la première, c'est est-ce que vous conseillez d'installer iOS 9 sur un iPhone 5? Ah, on va se tourner vers Paul Ronny puisqu'il a un iPhone 5 et iOS 9. Alors, ça donne quoi? Coucou. Eh ben écoute, ça marche pas plus mal qu'iOS 8, en tout cas, ça marcherait plutôt même mieux. Attention à l'autonomie, moi après ma batterie est un peu fatiguée, j'aurais plutôt gagné un petit peu en autonomie. Par contre, le mode économie d'énergie sur un iPhone 5, j'ai pas trouvé 1 heure de plus, clairement pas. Par contre, je trouve que oui, c'est plus agréable à utiliser. En plus, c'est un iPhone qui est pas trop bridé, donc on a quand même énormément de fonctions disponibles pour ce modèle, ce qui n'est pas le cas pour le 4S. Donc oui, allez-y, installez-le. Et au moment où on enregistre cette émission, iOS 9.1 est disponible en téléchargement. 9.0. 9.0. Autre question, Fanny? Oui, alors, est-ce que ça vaut son prix malgré l'autonomie en berne, cet iPhone 6S? Alors, on a plutôt tendance à répondre à cette question en fin d'émission, puisqu'on va parler d'autonomie en fin d'émission, mais non, l'autonomie n'est pas en berne. Voilà. Autre question? Alors, on nous demande, il y en a qui sont curieux du ressenti du surpoids, 12% entre le 6 Plus et le 6S Plus, avant de se décider à acheter et à choisir la taille. Est-ce que vous avez pu faire le comparo sur ces... On l'a comparé avec l'iPhone 6 Plus que j'utilise au quotidien. Et en fait, quand on l'a en main, l'iPhone 6 paraît plus lourd que l'iPhone 6 Plus. L'iPhone 6S, pardon, paraît plus lourd que l'iPhone 6 Plus. Moi, je trouve qu'il fait beaucoup plus dense, quoi. Beaucoup plus dense, ouais. Alors, c'est pas forcément gênant. Quand tu passes du 5, toi, au 6S, le 5 est plus lourd. Hein. Ah non. Non? Ah non, il est beaucoup plus lourd. Il est beaucoup plus lourd. Ah ouais, j'avais gardé un souvenir du 5 assez lourd, mais en fait, non, c'était le 4, tu as raison. Il était super léger, le 5. Bon, Est-ce que Cédric, il a eu en main le 6 Plus S? Parce que là, c'est vraiment sur le grand modèle, a priori, que la question se pose. Absolument. Et alors, je ne l'ai pas sous-pesé, tu vois, celui-là dans une main et le mien dans l'autre, mon 6 Plus normal dans l'autre, mon ancien 6 Plus, j'allais dire mon ex aussi. Mais j'ai pas été choqué parce qu'en même temps, c'est pas ça que je cherchais. J'étais plutôt en train de tester 3D Touch. Mais de fait, hein, un 6 Plus dans la main, ça pèse bien. Et là, c'est vrai qu'on est à 192 grammes. Enfin, c'est l'iPhone le plus lourd de la création. Donc, c'est une belle bébête, quoi. Ouais. Merci Fanny. On continue sur le côté spécification de l'iPhone, des avancées en termes de composants. Fanny voulait savoir si véritablement il y avait une amélioration en termes de réactivité par rapport à son 6 Plus aujourd'hui qui commence un petit peu à tousser. Que vaut la nouvelle puce A9, la nouvelle génération de puces qui est hébergée dans l'iPhone 6S, Paul? Ah bah pour le coup, c'est une petite bombe. Ouais. C'est-à-dire que déjà, elle est beaucoup plus puissante que l'A8 du 6 et du 6 Plus. Elle est plus puissante que l'A8X de l'iPad Air 2. Donc là, vraiment, on arrive dans le territoire du MacBook Retina 12 pouces pour vous dire à peu près ce qu'on a sous le capot ici. Alors, on va faire le bench en temps réel. Je vais le lancer, moi, sur mon 6 Plus et tu vas le lancer sur ton 6S. Attention, quand tu veux, repose-le bien là-bas. Et on posera les deux en même temps. Attention, 3, 2, 1. Run Processor Benchmark. Voilà, mets-le à côté, on verra ce que ça donnera. Et vous aurez en temps réel la puissance brute. Encore une fois, c'est de la puissance brute. Hein. C'est pas forcément un ressenti en termes d'application, d'applicatif. On aura quand même une idée précise. Tu disais donc le MacBook. On a déjà le chiffre pour le 6 Plus qui est tombé. Pour le 6S, 4434 en mode multicœur et 2537 en mode monocœur. Tu disais que c'est autant, voire plus que le MacBook aujourd'hui. Eh ben oui, parce qu'un MacBook, si tu veux, en tout cas en multicœur, l'iPhone 6S va être battu d'une courte test. C'est-à-dire que là, si tu veux, j'ai les chiffres du MacBook, il est à 4584 en multicœur. Par contre, en simple cœur, donc le 6S est à 2537, le MacBook, il est à 2448. Donc là, on parle d'un MacBook entrée de gamme à 1,1 GHz. Là, ici, le processeur va plus vite, il est à 1,84.
Donc il y a quand même cette différence-là. Mais globalement, on arrive à ce point où une puce ARM va pouvoir venir titiller réellement une puce Intel et où donc un Mac ARM, Apple doit franchement y songer. Ouais. Ne serait-ce que pour avoir un moyen de pression. Je me permets d'intervenir là juste sur un point. Oui, effectivement, on a des scores de bench synthétiques, c'est pas des bench applicatifs, Ouais, c'est la grosse différence. On a deux architectures qui sont totalement différentes. Oui, ça. On a effectivement une architecture ARM et une architecture x86. On n'attend pas forcément la même chose des deux architectures, et même si on a des tests synthétiques qui sont très proches, ça ne veut pas dire pour autant qu'en multitâche ou sur certaines opérations, l'un est plus efficace ou moins efficace que l'autre. Donc attention à ne pas tirer des conclusions trop hâtives et surtout à ne pas se baser sur la fréquence. Je veux dire, la fréquence brute, ce n'est pas un indicateur de performance. C'est pas parce que j'ai un pros à 4 GHz que je suis plus rapide qu'un pros à 2 GHz. C'est un indicateur parmi d'autres à prendre en compte, mais ce n'est pas le seul indicateur. Et notamment, je terminerai là-dessus, sur les perfs de la 9 versus le MacBook, il y a aussi pour beaucoup d'applicatifs ce qui comptera, c'est la bande passante mémoire. Ouais. Et la bande passante mémoire, c'est pas forcément ARM qui gagnera dessus. Oui, surtout que tu as raison de le préciser. On l'a vu également dans l'univers Android, Julien, où on a vu vraiment une course à la puissance qui s'est installée depuis quelques années, auquel Apple n'a pas vraiment répondu d'ailleurs. Parce que du côté mais ils ont raison, parce que, 65 heures sur son téléphone portable, c'est très bien sur une slide marketing, mais dans la vraie vie, ça ne sert à rien. Oui. Donc, on a vu multiplier beaucoup de cœurs dans le monde Android. On reste simplement à du double cœur dans l'univers Apple aujourd'hui. Ouais, mais tant que ça fait le job, tant que le job est fait et bien fait, et aujourd'hui, effectivement, Apple, c'est world class design en termes d'architecture ARM. C'est les meilleurs sur l'architecture ARM, ça c'est certain. Et c'est certain, comme on l'a déjà dit par le passé, qu'à un moment, ils auront effectivement une alternative du MacBook en ARM. Ça c'est certain aussi. Alors, on peut refaire un plan on va remettre, il s'est mis en mode économie d'énergie, mais c'est pas grave. On refait un plan sur les deux iPhones et vous voyez que l'iPhone 6 Plus, donc de l'ancienne génération, avec le processeur A8, va nettement moins vite en données brutes, encore une fois. Il est évident que sur le lancement d'une application lambda, on ne sentira pas vraiment la différence. C'est vrai que ce qui est vraiment appréciable également sur le 6S, c'est l'augmentation de la mémoire, qui change beaucoup de choses. Paul, on double quasiment la mémoire. Ouais, et là, c'est vraiment appréciable. L'autre fait nouveau, on en avait beaucoup parlé lors du direct, et à grande surprise, Apple a évacué le sujet. C'était déjà un sujet important lors du direct l'année dernière et l'introduction de l'iPhone 6. C'est le thème de la connectivité. Apple a expliqué que cet iPhone était une évolution importante en termes de gestion de réseau. Il a été compatible avec la plupart des réseaux 4G LTE, si vous préférez, de par le monde, et notamment les dernières évolutions des réseaux 4G. Donc on va vraiment essayer, là il faut un peu de temps, il faut tester ça sur tous les opérateurs, donc on n'a pas pu le faire, et vous proposer des comparatifs ce soir. Mais je voulais qu'on revienne un instant sur les problématiques de VoLTE et de Voice over Wi-Fi. Apple, Monsieur X, avait proposé effectivement aux opérateurs mobiles cette fonctionnalité, la possibilité de téléphoner, de faire passer la voix en 4G. Est-ce que ça va véritablement... D'abord, qu'est-ce que ça va changer pour l'utilisateur, et au-delà, quand est-ce que ça devrait arriver ? Alors, d'abord, parlons de la voix sur la 4G. Bon, c'est peut-être quelque chose que tout le monde ne sait pas, mais aujourd'hui, quand vous téléphonez avec votre téléphone 4G, en fait, vous utilisez le 3G pour la voix. Et donc, en passant de la data à la voix, votre téléphone se connecte au réseau 3G, puis au 4G, puis au 3G. Le fait de pouvoir passer la voix sur la 4G, c'est ce que vous pouvez voir dans le paramétrage sous iOS 9, puisque le choix du réseau 4G maintenant indique voix et données. Et c'est que votre voix va aussi passer par la 4G. Donc vous n'aurez plus ce saut d'un réseau à l'autre, vous n'aurez plus ces problèmes qui nous ont assez embêtés de perdre des appels, de ne pas recevoir des appels. Des décrochages. Ouais, il y aura peut-être une un peu meilleure qualité de voix, mais ça c'est pas sûr parce que le réseau 4G, peut-être que les opérateurs vont moins compresser. Et puis dernier bénéfice, comme on passe la voix par la 4G et que les réseaux 4G en général pénètrent mieux dans les intérieurs de maisons et d'appartements, peut-être une meilleure réception de la voix de vos appels chez vous. Donc c'est pas la révolution, mais c'est une belle évolution. En revanche, Tim Cook n'en a pas parlé, donc fort à parier qu'ils sont en train de mettre ça au point entre eux et les opérateurs, et que ça devrait arriver un peu plus tard dans l'année, on va dire en Noël. J'imagine que c'est des investissements lourds pour les opérateurs, mais ça c'est réservé, Monsieur X, à l'ensemble des iPhones, mais uniquement à la dernière génération.
A priori, l'iPhone 6S, bien sûr, va l'avoir. L'iPhone 6, puisque moi, je l'ai mis à jour avec iOS 9 et j'ai cette fonction Qui apparaît. qui, a priori, apparaît. Maintenant, reste à voir comment les opérateurs vont l'implémenter. Tout ce qui touche au réseau est assez sensible pour eux, donc vraisemblablement, ils vont l'implémenter pour un certain nombre de modèles, un certain nombre d'iPhone, sans doute l'iPhone 6, peut-être même le 5, si le 5 est capable de le supporter. Ça va se faire, à mon avis, modèle après modèle. Dernier mot, brièvement, sur le Voice over Wi-Fi. Là, c'est un autre cas d'usage, hein, Monsieur X. Alors ça, c'est un autre cas d'usage. C'est la capacité, en fait, quand on appelle, à ne plus passer par le réseau 3G ni même 4G, mais à passer par le Wi-Fi. Alors vous allez me dire, on fait déjà ça, hein, avec des applications comme Viber, Skype, etc. Ou Libon. Là, simplement, Libon, ça sera simplement transparent pour vous. Vous prendrez votre contact sous iOS 9 dans votre carnet d'adresse, vous appuierez sur la petite icône téléphone, et sans que vous ne le sachiez, que vous en aperceviez, que vous en ayez conscience, ça téléphonera par le réseau Wi-Fi. Alors pas mal d'avantages. Pour certains qui n'ont pas des forfaits illimités, ça peut être moins cher, mais il y a de moins en moins de personnes comme ça. Surtout, la qualité risque d'être meilleure, puisque en passant par le réseau Wi-Fi, là, une fois de plus, normalement, l'opérateur va moins compresser, donc on aura une belle voix très claire, proche de ce qu'on appelle la voix HD sur le réseau 3G. Donc ça, c'est assez attendu. Maintenant, reste à voir comment les opérateurs vont introduire ça pour les questions de bande passante, évidemment, y compris sur leur hotspot. Et puis, reste à voir comment ça peut impacter, s'il y a une grosse adoption à terme, la fonction FaceTime Audio d'iOS 9, parce que ça revient en fait à faire de FaceTime Audio le mode par défaut de téléphonie de votre iPhone. Oui, sachant qu'aux États-Unis, ils n'ont pas forcément les forfaits illimités comme on a en Europe, où le fait de téléphone illimité est devenu presque, enfin, du moins en France, est devenu presque courant. On avance sur un point important, la batterie. Fanny nous posait une question tout à l'heure à ce sujet. Elle est plus petite sur ce modèle. Est-ce qu'on peut craindre effectivement une baisse d'autonomie, ce qui n'est pas forcément le cas? Alors, sur ce modèle, effectivement, la batterie perd quelques milliampères. Si tu veux, on passe de, je crois, 1950 sur un iPhone 6 à 1715 sur un 6S. À 2750, je crois. Sur un 6 Plus. C'est un 6 Plus, autant pour moi. Donc, c'est beaucoup, mine de rien, hein, c'est beaucoup. Ouais. Mais ça ne se ressent pas, en fait. Voilà. C'est-à-dire que l'autonomie est peut-être un poil plus courte, mais là, pour le coup, on sent que le mode économie d'énergie a été optimisé pour ce modèle, précisément. Ouais, ouais. Et puis, avec, voilà, vraiment la finesse qu'on a dû gagner en gravure, tout ça. Le processeur consomme moins, plus puissant consomme moins, et au-delà, c'est vrai que... Sur ce point, je reviens. Ouais. Effectivement, c'est un pros qui est censé être gravé en 14 nanos. Le précédent était en 20 nanos. Ouais. Donc forcément, l'avantage du procédé de fabrication nous fera consommer moins en termes de batterie. Et l'autre point important, c'est que le coprocesseur, le M7, 8, etc., est maintenant intégré directement dans la 9. Donc on peut penser qu'en ayant une seule puce, effectivement, on consomme un peu moins, notamment par la disparition du coprocesseur. Allez, dernier chapitre de cette émission ce soir et dernier volet important, dernière évolution majeure de cet iPhone 6S, c'est du côté du téléphone, pardonnez-moi, de l'appareil photo, l'iPhonographie. Deux nouveaux capteurs, un en façade, un au dos, vous en avez l'habitude. En façade, il y avait urgence parce que la caméra, la webcam iSat pour faire les selfies, elle n'avait pas évolué, elle était vraiment d'une résolution digne du webcam d'ordinateur, hein, Paul. Eh ben, si tu veux, la caméra en façade que tu as sur ton iPhone 6 Plus, elle est à 1,2 mégapixels. Voilà. On passe à 5 mégapixels sur le 6S. Donc, on a vraiment un bond en qualité, là, pour le coup. Si tu veux, la caméra que tu avais à l'arrière de ton iPhone 4, maintenant, tu l'as à l'avant de ton iPhone 6S. Oui, donc, pour les selfies, ça tombe bien, c'est à la mode. On va vraiment voir la différence. On en a un en exemple. Allons-y. Ah, c'est Olivier. Quel bel homme. Quel bel homme. Tu aurais pu choisir un... écharpe. Oui. Il est un peu grippé, mais c'est pas grave. À gauche, vous avez donc une photo prise avec l'iPhone 6S et à droite avec l'iPhone 6. On voit, ouais, effectivement, c'est pas non plus transcendant, mais qu'il y a peut-être un meilleur piqué, surtout que l'image est un peu plus équilibrée, un peu moins terne à gauche qu'à droite. Et qu'il y a un flash. Et qu'il y a un flash spécial, effectivement, pour les selfies. Cédric, ta réaction? Ah bah on voit bien le reflet sur l'image de gauche. Et non, en revanche, c'est pas, on voit quand même que l'image de gauche est quand même un peu plus piquée.
Ouais, c'est assez logique parce qu'évidemment, tu montes en résolution. Moi, j'attends surtout de voir ce que va faire le 6S Plus, le 6 plus S, pardon. Le 6S+. Parce que lui, il aura en plus le vrai stabilisateur optique qui Ouais. n'a pas le 6 normal. Pour les selfies, ça va pas servir à grand-chose, mais pour la. Ah oui, c'est vrai, pardon, Eh oui. le stabilisateur optique, je pense qu'il est que de l'autre côté. Ouais, Il est pas mais pour côté. on a quelques. Ça ne sert à Qu'est-ce rien. que ça donne, Paul, pour les visions, je dirais, pour la caméra principale qui permet de prendre des photos de dos? Là, on a l'iPhone 6 Voilà, ton iPhone 6 Plus, c'est Ouais. une photo prise avec ton iPhone 6 avec le Plus. stabilisateur optique que n'a pas le Voilà. 6S. Et voilà une photo prise avec l'iPhone 6S. Alors, je vous mets au défi de voir la différence. Franchement, ouais, les couleurs semblent plus équilibrées sur le 6S par rapport au 6 tout court, qu'il y a quand même un traitement qui est fait là, quand vous voyez via l'encodage ici à Dailymotion, que vous avez en plus le traitement sur l'écran smart qui est derrière moi. Donc, c'est pas forcément idéal pour voir la différence, mais il faut vraiment être un expert avancé. Il y a quoi? Il y a un traitement un peu meilleur des couleurs, mais c'est pas transcendant. Oui, on n'a pas un bond en qualité qui est énorme. On voit bien que effectivement la qualité est peut-être légèrement supérieure. Les couleurs sont effectivement un peu plus naturelles, comme tu le dis. C'est difficile à voir, franchement. Et donc voilà, c'est un meilleur appareil photo, mais c'est pas le saut qu'on a connu du 5S au 6 ou du 5 au 5S. Ouais, l'année dernière, le saut était plus spectaculaire, notamment grâce au stabilisateur optique. Rodrigo, ton opinion? On est passé de 8 à 12 millions de pixels, plus de pixels, mais plus de bris aussi. Hein. C'est le revers de la médaille parce que le capteur reste de la même taille. Tout à l'heure, je vous disais, il y a peut-être des critères pour acheter un nouvel iPhone. C'est certainement pas le Touch 3D. C'est la photo. Hein. Ouais. Après, moi, j'ai pas encore mon 6S, donc j'ai pas encore pu tester. On y travaille, Je Rodrigo. vois On vos y travaille. images, mais bon, par streaming interposé, par écran intercondition. Tradition, l'iPhone se comporte plutôt très bien en lumière de jour, se comporte plutôt très mal en basse lumière. Donc, le soir, on voit très peu de lumière, c'est plutôt ces conditions-là qu'il faut regarder. Il n'y a pas que le selfie qui est intéressant, moi, sur la caméra de face, il y a aussi tout ce qui est téléconférence, tout ce qui est les Skype, FaceTime, toutes les nouvelles applis qui sortent, on en parlait d'une la semaine prochaine. Donc c'est intéressant d'avoir une caméra de face, vraiment, avec une meilleure qualité. Ouais, il y avait Donc, urgence. c'est vrai que- Il y avait vraiment urgence. Ouais. Derrière, passer de 8 à 12, ça change plus grand-chose à partir de 8 environ, sauf que ça nous permet de cropper des images. Alors moi, ce que je voudrais surtout voir, c'est que quand on prend une photo avec un iPhone, de près, vous voyez, on a un effet baril. C'est-à-dire que vous avez un gros nez qui apparaît devant, où il y a les bords qui disparaissent. Je voudrais voir comment ça s'est traité en logiciel. Donc, c'est des choses que font très bien le logiciel tel que DxO. Je voudrais voir comment c'est traité sur l'iPhone. Ne serait-ce que le fait qu'il y a un peu plus de résolution, ça nous permet de mieux cropper ou d'enlever les côtés. Une très très bonne astuce, souvent pour ne pas avoir cet effet-là, c'est se reculer d'un pas, prendre la photo, donc un peu moins précise, mais il n'y a pas la distorsion. Ouais. Donc oui, moi je passe au Est, c'est clair, que pour la photo. Maintenant, je ne sais pas ce que ça donne vraiment, sans avoir fait tous les tests dans toutes les conditions possibles. Ouais, DxO qui Non, chaque mais année prends fait un téléphone d'homme, hein, prends le 6 plus S. Hein. Ouais. Non, Sachant que le S normal, c'est pour les mains des filles, hein, c'est pas pour Sachant que DxO chaque année fait un panel, hein, chaque fois qu'il y a un nouveau téléphone, un nouvel appareil photo qui sort, il donne un indice DxO pour vous donner vraiment la finesse et la qualité de chaque appareil photo. Et on voit de génération en génération de smartphones, pas seulement l'iPhone d'ailleurs, que la qualité s'améliore. Dernier point concernant... Cédric, une seconde pour répondre à Cédric. J'ai déjà sur moi un iPhone, petit écran. J'ai sur moi tout le temps un iPad pour lire mes bouquins et mes revues, un iPad Air. J'ai sur moi tout le temps mon MacBook Air pour bosser. Et chez moi, j'ai un Retina 5K. Ça suffit en termes d'écran. Je n'ai pas besoin du 6S Plus. Voilà, alors peut-être que le dernier argument qui va te convaincre, Rodrigo. Christine, j'ai une pelle à tarte aussi, il n'y a pas de problème. C'est pas une pelle à tarte. Une fois que tu l'as dans la poche pendant 4 jours, c'est juste ton nouveau téléphone normal et tu n'y penses même plus. Mais par contre, tu pourrais plus jamais revenir à plus petit. Alors, on va vous laisser d'en discuter à la cantine. En attendant, on va avancer sur le dernier sujet qui pourrait convaincre Rodrigo d'adopter l'iPhone 6S, voire le Plus, cette année. C'est la fonction Live Photo. Bah, pour le convaincre d'acheter un nouveau téléphone, c'est maigre. Allez, vas-y. Alors, Live Photo, qu'est-ce que c'est? Phil Schiller a beaucoup insisté sur cette thématique lors de la présentation. Il y a 15 jours déjà. Je vais même vous en montrer une de Live Photo. Qu'est-ce que c'est que Live Photo? Alors Live Photo, en fait, si vous voulez, à chaque fois que vous allez prendre une photo avec votre iPhone 6S, il va en fait superposer une séquence de points move et de points JPEG qui vont donner cette espèce d'aspect qu'on voit à l'écran comme des petits
Des petits gifs animés en fait. Oui, ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook, hein, sur Twitter, ces petits gifs animés qui ne sont pas des vidéos, qui sont une rafale d'images, eh ben, de base, aujourd'hui, l'iPhone 6S est capable de le faire. Voilà, donc ça donne ça. Hein, On se calme sur les micros, merci. Ça donne ça en vrai. Donc en fait, quand vous regardez une photo dans l'album photo d'iOS, pour voir une live photo, vous faites un pic. Et vous voyez par exemple sur cette photo, il y a un scooter qui passe. On a pris une photo toute simple. Voilà la photo en elle-même. Et ça, c'est la live photo. Donc ça a pris avant que tu aies appuyé sur le déclencheur Non, et en après. fait, une fois que tu as appuyé, quand tu prends une photo, Ouais. tu as un petit bouton live qui s'affiche en haut de ton écran et ça dure à peu près 1 seconde et demie. Bon, et à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Ouais. Voilà. Ça peut faire des petites animations quand on allume. C'est assez sympathique. Par exemple, tu vois, ça, je peux m'en servir comme fond d'écran pour mon iPhone. Et quand je vais déverrouiller mon iPhone, je vais voir la live photo. Ouais, Ce un peu n'est comme on a absolument aujourd'hui pas... sur la montre. Voilà, mais c'est absolument pas crucial. Ça ressemble à un time-lapse, mais tout petit. Ça ne se partage qu'entre des appareils iOS 9, El Capitan, WatchOS 2, donc c'est ultra réduit. On peut même pas se dire je vais l'exporter, en faire un GIF et je vais le poster n'importe où, l'envoyer à mes potes. C'est pas possible. Donc c'est mignon, c'est sympa. De là à dire que c'est crucial et que ça peut pousser quelqu'un à changer de téléphone, je ne pense pas. Ouais, ça aurait été sympa si on avait pu les échanger sur les réseaux sociaux. Hein. Oui, Fanny, on t'entend. On ne peut pas ni exporter en GIF, ni en point move, ça. Parce que à part bouffer de la mémoire, finalement, en effet, du coup, ça va servir à rien. Non, globalement. Voilà. Ça aurait été sympa si on avait pu... Vous êtes sûr que c'est une fonctionnalité Apple, ça? Enfin, Non, ça ressemble beaucoup Mais à ça. HTC l'avait fait. Il y a Hein. des ingénieurs de Samsung qui ont rajouté des fonctionnalités dans iOS quand même. Ouais. Ça serait bien. Non, mais je suis d'accord, mais effectivement, ça aurait été vraiment sympa si on avait pu faire un export. Mais je pense qu'il y aura des applications iOS 9 qui vont permettre de le faire. C'est une idée du marketing Apple. Comment est-ce qu'on fait pour vendre des 128 Go? C'est tout. Et apparemment, ça Ouais, marche. parce que Mais la 4K, mais pas ça. Enfin, l'iPhoto. Puis déjà répondre à la simple question quelle est la différence entre l'iPhoto et une vidéo, j'ai toujours pas compris. Bah, l'iPhoto, si tu veux, c'est tu prends une photo à partir du moment où tu as appuyé sur le déclencheur. Ton iPhone va shooter à la fois en rafale et en vidéo et combiner le tout pendant 1 seconde et demie. Voilà. C'est comme si tu filmais 1 seconde et demie. entre Vine, 6 secondes et YouTube, plus de 6 Voilà, secondes. c'est ça. Voilà. Et tu Exactement. peux les activer quand même. Ou Je c'est crois que obligatoire tu peux désactiver le mode live photo, ouais, parce que ça prend énormément de place. Parce que ça va prendre de la place de fou, quoi. C'est Alors, vraiment- dernier sujet polémique, et croyez-moi, ça va prendre beaucoup de place que l'iPhoto. C'est la 4K. C'était une implantation que beaucoup d'utilisateurs espéraient avoir arrivé sur l'iPhone. Elle est arrivée. Malheureusement, la capacité mémoire n'a pas vraiment suivi, Paul. C'est nul, c'est naze, c'est complètement débile. Vendre des iPhones 16 Go alors qu'on leur greffe un capteur 4K. Pour vous donner une idée, en fait, vous achetez un iPhone 16 Go, vous pouvez filmer en 4K pendant une demi-heure, après l'iPhone est plein. Et je vous parle de ça, c'est un iPhone sorti de sa boîte, on le sort, on filme pendant une demi-heure, c'est fini, il est bourré. Ouais, il ne faut Voilà. pas avoir installé d'application ni de musique ou a pris quelques photos. Bah, sachant que les live photos pèsent très lourd, que les jeux maintenant c'est entre 1 et 2 gigas, que les messages, les pièces jointes ça va super vite, c'est juste pas possible Ouais. quoi. Surtout que l'écran n'est pas 4K, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas visualiser la qualité 4K sur l'écran d'un téléphone. Bon, avoir de la 4K sur un téléphone, à quoi ça sert en prévisualisation? Je ne sais pas. Mais encore une fois, tout ça me semble très marketing. On peut downgrader quand même les vidéos, et même la qualité des photos d'ailleurs, je crois, dans les réglages d'iOS et d'iOS 9 en particulier. Donc on peut repasser en 1080, voire en 720p si vous n'avez pas beaucoup de mémoire. Mais c'est vrai que commencer à 16 Go, Monsieur X, un téléphone à ce prix-là, c'est juste n'importe quoi. C'est n'importe quoi, non, parce que dans 6 mois, Moi, tu je- verras qu'il y a plein de 16 Go qui ont été vendus parce que les gens veulent le processeur neuf, le Pas truc pour plus ça que c'est rapide, bien. puis ils Mais peuvent non, pas mais- forcément se payer la capacité au-dessus. Mais Que ça soit non, c'est cohérent pas un d'un point de argument, vue Monsieur X. Tu peux pas fonctionnalité, vendre à c'est ce autre prix-là un chose. téléphone avec 16 Go. Ça vaut plus rien la mémoire aujourd'hui, Monsieur X, quand même, franchement. Mais moi, je suis d'accord avec toi, mais il faudra en parler aux gens qui vont l'acheter. Bah Parce oui, que mais je ils te n'ont pas le dis- choix. Ils achètent le modèle qu'ils peuvent acheter, c'est le 16 Go. Mais ils vont être vraiment. Apple va les mettre dans des situations impossibles dès qu'il faudra faire une mise à jour. Il y a une potentielle excuse qui existe pour Apple, et Il faut c'est chercher. vraiment tiré par les cheveux, c'est qu'en fait Apple achète tellement de puces mémoire qu'ils ont pas le choix de faire à la fois un 128, un 64 et un... Non, Paul, C'est une explication non, qui avait Paul. été avancée par un Non, analyste. Paul, J'ai pas dit que non, j'y Paul. croyais. J'ai pas dit que j'y croyais. Parce que techniquement, Non. faire un iPhone de 250... Ce n'est pas publié par la Ligue, ce n'est pas possible, Paul. Non, mais en J'ai clair, pas s'il dit y que j'y avait. croyais. En C'est clair. bien naïf, Paul. Mais Non, j'ai pas dit Non, que j'y c'est croyais. simplement une question de pognon, mais ne reprochez pas à Apple en 2015 de vouloir faire de l'argent. C'est bon, Steve est mort et il est enterré en plus. Ouais, Si c'est- vous ne ça- pas. J'ai vu. Non, mais concrètement, aujourd'hui, le minimum pour bien pouvoir utiliser un iPhone, c'est 32 Go.
Voilà. voire 64. Et si vous êtes en dessous de 32 Go, je vous souhaite vous allez vraiment Maintenant, galérer. juste une toute petite chose, Olivier. Pour conclure, Quand monsieur Paul X. dit, même sur un modèle 128 Go, la 4K, à quoi ça va nous servir, etc., etc. Je me dis ça, moi. Moi, j'ai beaucoup filmé cet été avec mon iPhone 6. J'ai la chance d'avoir un écran 4K chez moi qui est ma télé. J'aurais eu la fonctionnalité 4K, je l'aurais utilisée parce que avoir des souvenirs de vacances en vidéo, c'est quand même génial. Et sur 15 jours de vacances, j'ai filmé 15 minutes, des petites séquences de 30 secondes, 1 minute de mes filles. Ouais. Souvenirs magnifiques. Donc moi, je vais l'utiliser la 4K et je ne serai pas le seul, même si c'est un peu luxe comme fonction. Maintenant, il n'y aurait pas eu la 4K. Parce que vous êtes des enfants gâtés, vous auriez dit comment ça, il n'y a pas la 4K Non, chez Samsung, il y a la c'est pas 4K. le problème, c'est pas la 4K, monsieur X, c'est la capacité Non, mais de mémoire. C'est comme si on te dit, monsieur X, pour ceux qui veulent l'utiliser. vous achetez Moi, je un suis- enregistreur vidéo pour votre salon, vous enregistrez en 4K, mais vous pouvez enregistrer que 10 minutes. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Mais monsieur X, comme on est des enfants gâtés, on me dira on peut certes filmer en 4K, mais on ne pourra pas le diffuser sur la nouvelle Apple TV. Ah, c'est bas, ça, une bonne Julien. remarque, Julien. Je vois Alors ça, Exactement, Julien. En tout cas, on a un beau marché pour les clés USB qui permettent de vider directement maintenant via le port Lightning le téléphone quand on Ah. est en galère. On fera une sélection pour C'est vrai. pour l'émission spéciale de Noël. Dernier sujet de Allez, on va encore s'engueuler. friction ce soir, le prix des iPhones qui augmente spécialement en France et en Europe, et en France en particulier, avec la parité euro-dollar. La TVA. Eh La bien, T- excuse. Ouais, la TVA n'a pas augmenté depuis entre l'iPhone 6 et l'iPhone 6S, mais voilà. Ouais, juste brièvement un mot de monsieur qui n'était pas là lors du direct et qui peut exprimer peut-être son opinion sur ce sujet. Et ce sera le mot de la fin, messieurs, dames. Alors non, il n'est pas justifié. Je vais le redire, c'est simplement une question mécanique de ces marges que fait Apple et après le prix apparaît, mais Apple ne cherche pas à avoir un prix précis pour séduire le maximum d'utilisateurs. Ils prennent le prix de revient, ils appliquent une marge et boum. Maintenant, je pense que Apple a quand même conscience de la difficulté dans un marché de renouvellement que devient le smartphone du prix. Ils ont sorti un truc, on en a déjà parlé, mais qui est essentiel, qui est cette espèce d'abonnement à vie à l'iPhone. Tu payes, je crois, $32 aux États-Unis. Un super Tous leasing. les ans, Hmm. ouais, et tous les ans, tu changes d'iPhone. Et ça, passer du modèle de j'achète sec, où le prix est quand même difficile à avaler, à du leasing sur smartphone, je crois qu'en tant que constructeur, ça va être parmi les premiers ou les premiers à le faire. Et la discussion du prix, je vous garantis qu'au prochain keynote pour l'iPhone 7, c'est là-dessus qu'on se focalisera. Le leasing de son iPhone, parce que ça, je pense que c'est vraiment le bon truc qu'a fait Apple et ils vont faire mal avec ça. Oui, mais enfin, attends, l'essentiel des gens, ils achètent leur iPhone avec un abonnement mobile qui, tu vois, aux États-Unis, attends, laisse-moi finir, qui aux États-Unis te fait tomber le prix de l'iPhone 6 de base à $200. Enfin, c'est le prix de base de l'iPhone, ça a toujours été $200, mais évidemment, chez eux, avec un abonnement de 24 mois. Or, le problème, c'est que AT&T et Verizon ont annoncé qu'ils allaient arrêter de subventionner les achats des smartphones. Alors, c'est pas forcément un problème si tu es ZTE et que tu fais des Android à $149. C'est clair. C'est un vrai problème quand ton modèle de base il est à 650. Parce que tout à coup, forcément, mais ça fait longtemps qu'on a ce débat, tu vas être forcé de payer le vrai prix du smartphone. Du coup, cette annonce, on l'a vu venir hein, vraiment à la keynote, mais ils ont même d'ailleurs commencé par dire, vous savez, il y a plein d'opérateurs maintenant qui permettent de louer, entre guillemets, enfin de payer à crédit, pardon, votre smartphone. Regardez, ça commence à $26, etc. Leur offre de leasing, ils l'ont faite après. Donc vraiment, on sentait qu'ils voulaient donner aux clients potentiels le maximum d'options possibles pour que l'achat de l'iPhone continue à être à peu près sans douleur. Et préparer l'avenir parce qu'effectivement, les opérateurs ne seront pas toujours disposés à subventionner l'achat des futurs iPhones. Ce sera donc le mot de la fin. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur ce soir, on commence tout de suite avec Rodrigo. Tu te souviens, Olivier, de ce qu'on a fait la semaine dernière? C'était assez vague, mais tu vas me rappeler tout ça. Mais tout ensemble, on a regardé une keynote. Oui. Moi, j'ai pas pu suivre la keynote, donc j'étais obligé de la re-regarder tranquillement. Et en regardant la keynote, il y a un moment donné, le petit gros là, avec sa chemise dehors, il a parlé d'un jeu. Alors je l'ai cherché, il s'appelle Shadowmatic, Ouais. et c'est vachement sympa. En fait, c'est des jeux d'ombre, donc il faut bouger des pièces comme ça en l'air, et quand tu les bouges, hop, 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 tu découvres une forme qu'il faut proposer en face. Alors c'est payant, ça vaut quelques dollars. C'est un jeu super mignon, super sympa. J'ai bien aimé, c'est gros casse-tête. Et les 5 ou 6 sont faciles. Après le 7e, tu commences à vraiment être compliqué parce que tu as 2 objets qu'il faut mettre, qu'il faut bouger. Donc tout bouge.
Ça devrait Très arriver bien. sur l'Apple TV également, je crois, Rodrigo, c'est ça? Que quoi? Ça devrait également arriver sur l'Apple TV, je crois. Ah, je sais pas, mais je l'ai découvert en regardant la keynote d'Apple. Donc, Ok. Tu sais quoi? Il est gratuit cette semaine, mais juste cette semaine. Ah, bah voilà. bien, C'était le teasing de Fanny. Deuxième coup de cœur, Rodrigo. Ouais, c'est un programme qui a été lancé il y a quelques temps. J'avais forwardé à un certain Olivier Frigara pour qu'on s'en serve au sein de l'équipe On refait le Mac, mais je crois qu'il n'a pas dû voir mon mail. Moi aussi, je l'avais fait. Et comme vous avez peut-être pas suivi, mais j'ai créé une nouvelle boîte et avec mes associés, on s'en sert absolument tous les jours depuis 4 mois. Bah, je m'y mets dès la semaine prochaine, promis, Rodrigo. Et Allons-y. ça s'appelle Slack. C'est un outil collaboratif qui remplace le mail. Ça a été créé par Stewart Butterfield, qui était le fondateur ou cofondateur à l'époque de Flickr. Et c'est un outil qui pourrait être appelé comme le Yammer du pauvre. Mais c'est de productivité. C'est vraiment super. C'est comme un IRC++. Mhm. Ça s'intègre avec une quarantaine d'applications tierces. Voilà, on s'en sert tout le temps, donc on a des channels sur tous les sujets avec mes associés. On peut intégrer avec Dropbox, avec Twitter, avec plein d'autres trucs. C'est super pour la productivité, je vous conseille vraiment Slack. Il y a des versions gratuites et d'essai. Et tu es obligé de répondre tout de suite, c'est ça? Ah non, pas du tout, c'est un outil asynchrone. Très bien. Dernier coup de cœur, Rodrigo. Il n'y en a pas. Ah ben, il n'y en a plus. Merci, Rodrigo. C'est à moi. Merci, Rodrigo. On passe tout de suite à Fanny. Bon, et moi, comme la semaine dernière, j'ai pas eu le temps d'en parler Oui. à cause de la keynote, et je vais revenir sur mon test de 4 jours de la Tesla parce Ah. que voilà, j'ai enfin pu tester la fameuse voiture et ouais, franchement, ça vaut le coup. C'est dommage que ce soit si cher. J'ai failli pleurer en rendant les clés. Pour vous dire, j'en ai tellement parlé qu'aujourd'hui, pour un entretien avec un directeur marketing, on est venu me chercher en Tesla. Le message est passé que je l'aimais beaucoup, donc on est venu me faire un tour de Tesla en rab. Voilà, non, c'est une voiture, c'est vraiment impressionnant déjà pour le silence, mais aussi pour la puissance. C'est que ça passe de 0 à 100 en 3 secondes 2 actuellement, bientôt 3 secondes, mais grâce à une mise à jour qui va se faire en Wi-Fi toute seule, c'est magnifique. Et voilà, c'est bon. Alors j'avais la P85D, il y a 500 chevaux à l'arrière, 200 à l'avant, donc je vous parle même pas de l'accélération que ça donne. Il te reste encore Et des points de surtout, permis, vous êtes- Fanny? Vous êtes déjà à 150, vous voulez repartir à 200 pour doubler un camion, ça passe tout seul. Ouais. Non, bon, on n'a pas le droit, mais Bon, T'es allé conduire sur le Nürburgring ou non, mais il y a des autoroutes où il n'y a pas encore de radar. Je Waouh. n'ai pas perdu de points, j'ai contrôlé derrière. Bon, on vous donnera l'adresse de Fanny pour la maréchaussée. Non, mais ça se conduit vraiment tout seul, c'est vraiment très très beau. Vivement qu'ils sortent un modèle un peu moins cher et grand public parce Et que accessible. voilà, c'est la voiture de demain clairement. Cédric, c'est l'heure de tes coups de cœur, je crois. Ah bon, c'est à moi. Bah justement, merci Fanny pour cette transition tout à fait artistique. Artistique, Parce que ouais. moi aussi, je voulais vous parler d'Elon Musk. Il est quand même extraordinaire. C'est vraiment Le fondateur de son histoire. Tesla, oui. Voilà, il a fait Tesla, il a fait SpaceX, bon, il a fait un peu PayPal avant, etc. Oui, ça va. Mais il a plein d'idées, et l'une des idées qu'il a eues, il en parlait il y a 2 ans, c'est Hyperloop. Hyperloop, c'est l'idée de quelque chose qui pourrait aller révolutionner le transport ferroviaire, mais c'est pas vraiment ferroviaire, on va dire que c'est du transport terrestre, mais qui irait plus vite que l'avion, qui vous feriez tout à coup Los Angeles-San Francisco en une demi-heure, contre 1 heure en avion et 5h30 bien tassées en voiture. Hyperloop, c'est l'idée un peu d'une fusée, en fait, mais une fusée sur coussin d'air qui se déplacerait dans un tunnel spécialement fait pour, à une vitesse incroyable dans laquelle on pourrait mettre des passagers, mais on pourrait aussi mettre du fret, on pourrait mettre des voitures, on pourrait mettre ce qu'on veut. Alors évidemment, c'est pas encore en service, hein, on n'est même pas, c'est pas bêta version encore. Lui, il avait mis les plans, il avait dit, écoutez, moi je trouve que c'est une idée chouette, ça a de l'avenir, mais j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper, donc je vous mets tout sur Internet en open source et vous vous démerdez. Ben, il y a 2 entreprises qui se sont créées, il y en a une qui s'appelle Hyperloop Technologies et l'autre Hyperloop Transport Technology, donc rien à voir, et qui chacune veulent le faire à leur façon. Les plus avancés, c'est les premiers, Hyperloop Technology, qui ont déjà des trucs de test, qui regardent comment ça va se passer, parce qu'il faut faire le vide dans les tunnels. Enfin, c'est techniquement quand même extrêmement compliqué. Mais ce qui est intéressant pour les États-Unis, c'est que ça leur permettrait, c'est un peu comme les pays du Sud, des pays moins développés, dirons-nous, qui sont passés directement de pas de téléphone au téléphone mobile sans passer par le filaire. Bah, si tu veux, les États-Unis, c'est largement sous-développé en rail, et puis c'est quand même un grand pays. Donc tout à coup, ça leur donnerait le réseau qu'il leur faut et qui viendrait enfin concurrencer en beaucoup moins polluant l'avion.
Donc c'est évidemment pas pour tout de suite, mais on nous promet les premières applications pour là aussi avant 2020, comme la voiture d'Apple. Enfin les premiers. Sauf que là, on a les plans. Hein. Sauf que- Tu sais, Cédric, peut-être qu'en 2019, on aura et la voiture et la TV d'Apple. On pourra mettre la TV d'Apple dans le coffre de la voiture d'Apple qu'on embarquera dans son Hyperloop pour partir en vacances. Voilà, Et donc- voilà. Moi, je trouve ça très crédible. Pour prendre le tunnel vers la Corse. Voilà. Écoute, enfin, et on aura Ajaccio à une demi-heure de Paris, mon rêve. Merci Cédric. On enchaîne. J'ai pas fini, j'en ai un deuxième. Ah, excuse-moi. Vas-y. Le deuxième, c'est, je sais plus qui tout à l'heure disait du mal de Siri. Oui. Bon, à Siri, il s'améliore doucement, et Ouais. puis finalement, quand on lui en demande pas énormément, Dis, Siri. il répond à ce qu'on en attendait. C'est pas un compagnon, c'est un truc qui permet de prendre des notes, de rajouter un to-do, un rendez-vous. Maintenant, il commence à le faire pas trop mal. Par contre, il y a des fois, tu lui demandes une information et il te dit ouais, vas-y, t'as Google. D'accord. Mais, ça c'est bien, mais c'est forcément assez limité parce qu'il faut avoir toujours son téléphone à la main. Et puis ça reste un outil purement personnel, surtout dans la nouvelle version. Il va reconnaître le locuteur, donc savoir qui parle, etc. Pour pas que tu te fasses pirater ton Siri. Ouais. Il y a une startup qui vient de lancer un truc qui s'appelle Ivy, IV2E, qui est une sorte de Siri pour la maison. C'est un petit micro que vous voyez ici qui est sur un socle et à qui vous pouvez donner le même type d'ordre parce que lui il est connecté pas seulement à l'écosystème Apple, mais il est connecté à plein de types d'applications, de musique, tes playlists, plein de services, évidemment la météo, l'information, tout le reste, la bourse, mais aussi tu peux lui dire tiens tu peux me commander un Uber, c'est pour aller à l'aéroport, etc. etc. C'est sur Indiegogo ou Kickstarter, ouais, c'est pareil, vous cherchez Ivy, et ça coûte $99. Je trouve ça intéressant, tu peux même rajouter plus de micros dans la maison qui vont fonctionner tous sur le même principe, un peu à l'instar de ce qu'on avait vu avec la borne d'Amazon. Ouais, il y a Et là Amazon aussi, qui la fait borne ça. d'Amazon, elle était un peu serrée dans l'écosystème Amazon. Là, c'est la même chose, mais en système ouvert avec des API où les développeurs peuvent plugger leur propre application. Donc, ça me paraît intéressant à suivre. Je pense qu'il va falloir attendre que ça fonctionne en français pour le commander. Oui, oui, c'est clair. Et Oui, j'espère que ça se francisera plus vite que c'est francisé. Siri, merci Cédric. On passe tout de suite à Monsieur X et ses coups de cœur. Alors, deux coups de cœur pour moi. D'abord, un classique que vous allez connaître, mais peut-être pas tous nos auditeurs, qui est Clean My Mac en version 3 de chez MacPo. Alors, pourquoi j'aime ce logiciel alors qu'a priori, il n'y a pas besoin de maintenir son Mac, macOS le fait tout Et seul. pourtant, Parce que Clean My Mac, il fait bien, en plus de la maintenance, deux choses. Gagner de l'espace en vidant de manière un peu puissante les fichiers de cache inutiles, ça peut servir. Et puis une deuxième chose qui fait très bien, c'est la désinstallation propre des applications et puis la remise à zéro de la confidentialité de votre Mac en vous permettant de vider tout ce qui traîne dans votre navigateur et dont vous n'avez pas envie. Voilà, c'est pas très cher, ça s'achète en ligne. Clean My Mac 3, vraiment un bon utilitaire. Surtout, je vous dis, pour désinstaller des applis, moi, je vois pas d'autre solution à niveau que celle-ci. Et puis, un deuxième, alors ça, c'est plutôt pour ceux qui aiment en même temps la technologie et en même temps le cinéma. C'est un documentaire sur un film qui n'est jamais sorti et qui est la fameuse version du film Dune d'Alejandro Jodorowsky, qui est cette personne que vous connaissez peut-être plus comme écrivain ou scénariste de BD, qui avait eu ce projet de faire une version de Dune avant celle qu'on a eue au cinéma et qui est nettement moins bien. Eh bien, ils en ont fait un documentaire sur ce projet fou de film, où il y avait des acteurs absolument incroyables. Pour tous ceux qui aiment la science-fiction, c'est vraiment un must d'aller voir ce documentaire. Vous allez apprendre plein de trucs et surtout la personnalité de Jodorowsky, qui est un fou absolu, comme on les aime. merci Monsieur X. Du côté de Julien, tes coups de cœur ce soir. Alors, en ce qui me concerne pour les coups de cœur, je voulais vous reparler de l'Apple Watch. J'ai un peu tardé à craquer pour l'Apple Watch. Il s'avère que j'ai craqué récemment pour l'Apple Watch. Je suis plutôt satisfait. À ma grande surprise de mon achat, c'est pas une révolution. Je m'attendais pas forcément à une révolution. Donc du coup, je trouve que c'est un très bon complément de l'iPhone et ça permet effectivement d'avoir des notifications en toute discrétion quand tu es en réunion, quand tu parles avec des gens, etc. Et de savoir qu'il y a quelque chose qui t'attend sans forcément être à proximité de ton iPhone. Ouais. Donc ça, c'est pour la partie coup de cœur. Finalement, pas si mal, l'Apple Watch. Et le coup de gueule, en revanche, c'est WatchOS 2. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être WatchOS 1.02 en fait, ils auraient dû appeler ça, parce que la mise à jour n'apporte,
vraiment pas grand-chose. Pas grand-chose. Et le process de mise à jour est une souffrance, et je l'ai vécu comme une souffrance. Ça met 1h45 à peu près à s'installer. C'est très compliqué à installer, et finalement les nouvelles fonctionnalités à la clé sont assez réduites, et notamment moi j'attendais particulièrement de nouvelles watch faces, c'est-à-dire des nouveaux cadrans, et en fait j'ai que des espèces de time-lapse accélérés sur Tokyo, Paris et Shanghai. Je suis pas tout à fait satisfait. Donc du coup, j'attends beaucoup des apps natives. On verra si la promesse des apps natives et des apps tierces va se matérialiser et améliorera un petit peu la réactivité de la montre sur les apps. Mais pour WatchOS 2, déçu, d'autant plus que l'OS n'est pas sorti le 16, mais qu'il aura fallu quelques jours de plus, contrairement à la promesse d'Apple. Oui, qu'Apple se lâche et nous laisse la possibilité de configurer cette montre et les cadrans comme on le veuille, notamment des cadrans. Ça serait bien, mais visiblement avec l'annonce de Hermès, leur business model, c'est plutôt de vendre des faces avec des partenaires un peu hype ou un petit peu luxueux. Paul, quel est ton coup de cœur ce soir? J'en ai deux, très rapides. Oui, bon, on en est, allons-y. J'en ai un premier, c'est Sunrise, c'est un calendrier développé en partie par Microsoft pour iOS qui marche super bien, et il y a un clavier spécial qui permet d'ajouter des rendez-vous très vite. Microsoft, Microsoft. Ah, d'accord. Ils font de très bonnes apps pour iOS. Il y a Outlook aussi qui est absolument formidable. Donc il y a ce calendrier Outlook. D'accord. Voilà, Sunrise qui est absolument génial. Mon deuxième coup de cœur me ressemble un peu plus peut-être. C'est-à-dire qu'il est barbu? Non, c'est un prototype du logo d'Apple en 1977, voilà, avec un arrangement de couleurs qu'on ne connaissait pas à l'époque où Apple se cherchait encore un petit peu. Heureusement, ils se sont trouvés depuis. Très bien. Et tu as trouvé ça où, ce petit logo? Alors, ça vient d'un site qui s'appelle The Brain Fever, voilà. Très bien. Vous pouvez le retrouver là-bas, il y a un très bon article. Le webmaster a en fait reconstitué ce logo-là à partir d'images qu'il a trouvées dans des brochures à l'époque où Apple allait encore au West Coast Computer Fair. C'est assez amusant à lire, je vous le conseille. Bien. Merci Paul. De mon côté, mon coup de cœur ce soir, c'est une application pour iPhone et pour iPad. Il y a très peu de simulateurs de vol dignes de ce nom sur iOS, en tout cas de qualité. C'est vraiment une denrée rare sur iOS, surtout dans le domaine du combat aérien. C'est plus maintenant le cas avec Special Air Wing qui vous propose de prendre les commandes des meilleurs jets du moment. Donc c'est très sympa. C'est vraiment une simulation. Donc il faut vraiment une période d'apprentissage, et vous pouvez même simuler et regarder piloter des hélicoptères, ce qui est vraiment nettement plus compliqué. Voilà, et en plus l'appli elle n'est pas chère du tout, il coûte seulement 2,99 € pour la version iPhone. Donc faites-vous plaisir. Regardez, vous avez même le mode pour être maintenu à la verticale des dernières générations de jets américains. Enfin, c'est assez épatant. Alors évidemment les graphismes ne sont pas au niveau des dernières générations de consoles, mais on prend du plaisir, et surtout si vous aimez voler, vous allez prendre votre pied. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 201e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez chaque semaine toute l'équipe de Refait le Mac dans cette émission, à commencer par Cédric. Cédric, on te retrouve dès dimanche sur LCI, c'est bien ça? Au micro. Micro, c'est bon. Micro, 4, 3, 2. Oui, même dès samedi, 14h10, où l'on parlera. De quoi on parlera? Ah oui, ça y est, ça me voit bien. On est allé voir, on a découvert un incubateur qui n'est pas parisien, c'est quand même énorme. Il se passe des trucs en dehors de Paris, vous en revenez pas, vous êtes comme moi. Ouais. On sait pas si loin que ça, parce que c'est l'incubateur, l'accélérateur de start-up de Polytechnique. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour y entrer. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et puis il y aura certainement plus de monde du coup. Merci Cédric. Fanny, vous le retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac, et très prochainement, je crois, dans une Fanny's Party, Fanny. Exactement, mardi prochain à Wardrock Café, inscrivez-vous, il y aura plein de belles choses, il y aura des startups, il y aura un atelier d'impression 3D, voilà. Il faut que tu me fasses trouver un moyen de nous imprimer un beau logo RLM qu'on posera ici sur le studio Dailymotion. Voilà, ça, je lance l'idée. Mais c'est peut-être bien faisable. Bon, merci Fanny. Rodrigo, vous le retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac, sur son Twitter et sur le Rodrigo Emery, Rodrigo Show, c'est bien ça Rodrigo? C'est bien ça. Et puis surtout dans le train entre Paris et Londres ou Paris et Luxembourg. Bon, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser du moins entre Paris et Londres. Bref, Monsieur X, vous le retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac, et également sur son Twitter @TrueMrX. Bonsoir Monsieur X. Bonsoir Olivier, je ne bouge pas, j'économise pour mon iPhone 6S et mon Apple TV 4. Ah ouais, là, ça va carburer, tu vas avoir un coup de fil de ton gestionnaire de compte. Et enfin Julien, vous le retrouvez tous les jours sur
Sur Clubic, quelle est un petit peu la tendance? Quels sont les grands sujets qui vont arriver sur le site Clubic dans les prochains jours? Eh ben écoute, là on vient de publier un grand comparatif antivirus annuel, puisque tu sais que sur PC on a toujours des virus, des malwares et autres joyeusetés de ce genre. Donc on s'est passé en revue la plupart des antivirus payants et gratuits, et on vous propose à vous amis lecteurs de voir un petit peu ce qu'il en est côté performance, fonctionnalité de tous ces antivirus. Voilà, c'est en ligne sur Clubic. Merci Julien, et quant à Paul, tu reviens la semaine prochaine? Eh ben, malheureusement, non, je ne serai pas là la semaine prochaine. Oh. Vous me retrouvez la semaine d'après. Bon, il va falloir qu'on lui trouve un remplaçant, on va chercher ça. Mais écoutez, C'est la première que je vais rater. Bah oui, écoutez, je vais essayer de faire ça tout seul la semaine prochaine. On se retrouve donc la semaine prochaine sur Dailymotion. Bonsoir.